Né d'un adultère, partie 2. C'est comme si le fait de lui apporter sur un plateau la vérité, c'est pas elle qui la disait, qui la verbalisait. Et donc je l'ai coincée en fait, parce qu'elle pouvait pas. Si elle disait encore une fois que je mentais, je l'aurais vu. Je pense que là, il y a quelque chose qui s'est fissuré en elle. Euh, et moi, j'ai été convaincue que c'était ça, la vérité. Physiquement, réellement. Physiquement, ma réaction, ça a été un vertige assez magistral où j'ai eu, alors peut-être comme ce que racontent les gens dans les expériences de mort imminente, c'est-à-dire que j'ai vu ma vie en flashback. Et là, je me suis dit, en fait, voilà, mais évidemment que c'était ça. J'ai tout repassé en boucle. Et donc, les pièces se sont assemblées. C'était vraiment, tout à coup, lumière sur ce que je vivais depuis l'enfance. Ça m'est apparu tellement limpide. Et donc, j'étais soulagée. Donc, une espèce de... Comme si j'étais arrivée au bout d'une course. Et tout de suite, la première question, c'est si c'est pas lui, qui est-ce ? Et quelle est l'histoire derrière ? Et là, ça a été un peu plus compliqué. Disons qu'on est arrivé dans une seconde phase, qui est la post-révélation, qui n'est pas toujours simple, parce que autant moi j'étais très heureuse de voir que j'étais pas complètement givrée, autant je pense que ma mère, la faille s'est immédiatement refermée parce qu'elle allait, elle, devoir revenir dans une vérité et une réalité. Et je pense que c'était tellement compliqué après 30 ans de secret, ce qui est quand même colossal, on construit une vie en 30 ans. Donc elle a construit une vie sur un secret, un mensonge. Et donc là, ça a été plus compliqué pour elle parce qu'elle a dû faire face à l'origine du secret, c'est-à-dire l'adultère avec un de ses amants qui était mon père biologique. À 32 ans, j'ai eu ma première fille. Ma mère est venue me voir à la maternité et en fait, mon père aussi est venu me voir, ce qui était... j'ai été étonnée, j'ai été surprise qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent voir sa petite fille du coup. Et oui, à ce moment-là, mon père, je l'ai senti étrange, bizarre. C'est-à-dire que déjà, d'habitude, c'est quelqu'un de plutôt taiseux, qui parle pas beaucoup. Mais alors là, c'était pire que tout. Et j'avais l'impression qu'il était pas bien. Donc moi, j'ai interprété ça comme il est pas bien parce que en fait, je l'ai interprété comme ça bien après, hein, mais en gros, le secret qu'il a engendré est en train de se multiplier. Une fille cachée et une petite fille cachée. Quand j'ai eu 35 ans, en fait, mon père, il a décidé de révéler mon existence à sa femme et à ses enfants. D'après lui, donc, c'est parce que le secret était trop lourd à porter au bout de tant d'années. Alors moi, je l'apprends. En fait, il m'a appelé pendant que j'étais au travail et donc il me dit qu'il l'a annoncé à sa femme. Et donc tout de suite, je me mets à pleurer et je lui dis merci. Je pense qu'il l'a fait pour lui, je pense pas qu'il l'ait fait pour moi, ni pour ses autres enfants. Le plus important pour moi, c'est de les rencontrer, donc en fait, en gros, ce que j'ai dit, ce que je veux juste, c'est les voir, en fait. Et je savais qu'il voulait bien me voir, donc du coup, j'avais peur, j'étais dans tous mes états, mais j'étais heureuse qu'il veuille me rencontrer. J'ai appréhendé la rencontre, c'est sûr, avec une de mes demi-sœurs. On a communiqué par SMS pour se fixer rendez-vous. Dans les messages échangés, je sentais pas d'animosité. Donc ça me rassurait, mais j'étais quand même très stressée. Avant de les rencontrer le jour même, donc je déjeune avec mon père. Donc il savait bien sûr qu'on se rencontrait et qu'il ne serait pas là. Je ne sais plus comment il l'a formulé, mais c'était tu gardes ma version. En
En gros, sa version, c'était voilà, qu'il m'avait eu et qu'après il était venu me voir parce que voilà, il voulait garder un lien avec moi, mais il a pas tout dit sur le nombre d'années où il a été avec ma mère. Il m'a demandé de garder le secret. Moi, à ce moment-là, j'étais complètement dépassée. Je savais plus quoi penser. J'avais peur de m'opposer à lui en disant la vérité. Mais je sentais que pour ma santé mentale, si je mentais, j'allais pas survivre, quoi. Et du coup, je m'étais préparée en me disant je ne dis rien. Mais si un jour ils me posent des questions, je leur mentirai pas, je leur dirai la vérité. On a décidé de se rencontrer donc sans mon père. Moi, j'y suis allée avec mon conjoint parce que j'avais peur d'y aller tout seul. Je trouvais ça très impressionnant parce qu'ils étaient 3 et j'étais toute seule. Donc voilà, et mon conjoint il m'a soutenue. Je me souviens qu'on s'est rencontrés, c'est la date de la rencontre, c'était donc le 11 février 2017. Et on s'est donné rendez-vous devant le palais de justice de Lyon. Je crois que c'était 18h, enfin c'était en fin de journée. Et je me souviens qu'ils étaient un peu en retard. Et que du coup, moi, j'étais vraiment dans un état de stress, mais comme j'ai rarement été, je crois même pour les pires examens, même, pour tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment quelque chose d'indescriptible. Et donc, en fait, au moment où ils arrivent, je les reconnais. Je vois, voilà, 3 personnes arriver, je les reconnais. Aussi parce que voilà, j'avais quand même vu quelques photos, même si elles n'étaient pas nombreuses. Et donc au moment où on se voit, on se dit bonjour, on se fait la bise. Et donc là, en fait, je m'effondre, je me mets à pleurer. Et eux aussi, ils étaient émus, quoi. Ils avaient les larmes aux yeux. Et donc là, j'étais très contente de ne pas être toute seule, d'être avec mon conjoint qui était là. Et je me rappelle plus de ce qu'on s'est dit exactement, mais c'était c'était des mots quand même bienveillants et rassurants. Et donc là, après, on s'est réfugié dans un des premiers bars pour s'installer et discuter, faire connaissance. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir à la fois un souvenir très précis de cette soirée et à la fois de plus savoir dans quel ordre ça s'est passé. Ce qui était rigolo, c'est qu'on se trouvait aussi des points communs sur certains dessins animés qu'on regardait enfant et qui n'étaient pas forcément hyper connus, que pas beaucoup de gens connaissent. Et en fait, on connaît les mêmes répliques ou des petites expressions. Voilà, c'était... franchement, moi, j'ai senti vraiment des affinités entre tous les 4. Et je pense que eux également, puisque après, voilà, ils ont voulu me revoir. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont été très, très bienveillants envers moi et je trouve... moi, je leur en suis reconnaissante. Parce que peut-être que tout le monde n'aurait pas eu cette bienveillance-là au vu de la situation. Après, on s'est revus, donc, où là, c'est eux qui sont venus me voir à Paris. Et donc, à ce moment-là, en fait, ils m'ont posé des questions. Je pense que ils voulaient en savoir plus sur... ils sentaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Et donc, là, j'ai un peu mis un coup de pied dans la fourmilière, comme ils m'ont dit. Alors, juste après la révélation... donc ma mère me demande, donc elle me dit que c'est la honte, cette histoire, et cette histoire c'est ma conception, que personne n'est au courant sauf ma marraine, et qu'il faut surtout pas le dire. Et en fait ma première réaction c'est chouette, ça va nous rapprocher, ma mère et moi, on va partager quelque chose. Donc pendant un an je dis rien, sauf que pendant un an je dégringole, c'est-à-dire que je ne sais plus qui je suis.
Je continue à voir mes frères, mon père élevant de temps en temps, alors de moins en moins, forcément, parce que je me sens pas bien de devoir mentir. Et en fait, je me rends pas compte que je commence à partir en vrille, en fait. Je sais plus qui je suis, je sais plus alors de qui je suis la fille, de qui je suis la sœur, de qui je suis la femme, de qui je suis la mère. C'est une espèce de trouble identitaire extrêmement fort. Heureusement que je vois ma psy régulièrement, mais j'ai l'impression de dévisser quand même. Ma mère m'a quand même donné le nom et le prénom de mon père biologique, mais je vois qu'elle referme immédiatement cette porte et que on n'en parlera plus. Et pendant l'année qui suit, je développe des troubles de stress, en fait, un peu comme du stress post-traumatique, j'ai l'impression. Je remets en question mon couple, j'en vois tout valser, je dors plus, je gère un peu comme ça. En fait, je ne sais pas du tout qui je suis. Moi qui avais l'impression que ma mère allait un peu briser la glace, qu'on allait pouvoir enfin avoir un lien d'affection ou d'amour, en fait, c'est comme si elle s'éloignait de nouveau. Et donc, je me sens tout à fait isolée dans cette démarche. Heureusement, ma psy m'aide à pas complètement vriller. Et puis, un an après, ma belle-sœur de l'époque, donc l'ex-femme d'un de mes frères, me contacte pour me dire que mon frère va pas bien du tout. Voilà, qu'il est dans un état de stress. Et donc, je lui raconte. Je lui dis, écoute, peut-être que mon histoire peut expliquer son état, là, et laisse-moi juste le temps de voir comment je peux convaincre ma mère de révéler ce secret. Et forcément que le fait de me confier à elle n'est pas innocent inconsciemment. Peut-être que j'espère que lui refiler à mon tour la patate chaude et qu'elle en parle à mon frère, et c'est ce qu'elle fait. Et ce dont je ne lui en veux pas du tout, évidemment. Et en fait, j'ai un coup de fil de mon frère un week-end qui me demande si c'est vrai. Et donc, je lui raconte ce qui s'est passé l'année d'avant. Et c'est lui qui va appeler toute la famille pour leur révéler. Et donc, le secret m'échappe complètement à ce moment-là. Et j'ai cette image de moi assise sur mon lit, attendant l'impact, la bombe. Et en fait, comme dans toutes ces histoires, il se passe rien. C'est-à-dire que je crois que les familles ont une capacité à se refermer sur elles-mêmes dès lors qu'on sent qu'elles peuvent trembler et qu'il faut surtout préserver l'édifice. Et donc, il ne se passe rien. Mon père m'appelle en me demandant ce que c'est que ces histoires, pour parler poliment. Et il me dit, mais c'est faux, tu es ma fille. Et donc, je lui dis, écoute, non, enfin, voilà, moi, je tiens cette information de maman, donc j'ai l'impression qu'elle dit vrai quand même. Et puis, il y a quand même pas mal de signes qui montrent que je ne suis pas ta fille. Je suis plutôt très grande, la peau pâle et les cheveux blonds. J'étais très, très blonde quand j'étais petite. Mon père élevant est plutôt brun à la pommade. Je lui dis, si tu veux, on fait un test ADN. Je vous parle de ça, on est en 2008. Personne ne parlait de test ADN, mais personne. Et je m'étais un peu renseignée et je savais qu'à Bruxelles, il y avait un institut, l'Institut Saint-Luc, qui avait un département de génétique. Et donc, je propose de faire ça. Et mon père dit, très bien, tu prends rendez-vous. Et là, je sais que... Comment vous dire ? Je sais qu'on va basculer dans une autre réalité. C'est-à-dire que... pour mon père, c'est la science avant tout. Si c'est écrit noir sur blanc, alors au moins ce sera réel. J'ai été assez choquée, je m'en souviens très bien je ne sais même plus si c'était un médecin, un professeur, un interne, peu importe, qui réalise le prélèvement et qui me demande si je suis bien sûre de vouloir faire ça parce que quand même l'impact peut être terrible et que j'en serai la responsable. Et donc je me retrouve en fait... Et ça, je crois que c'est assez fréquent dans ces histoires de victimes d'une situation quand même, parce que j'ai demandé à personne, moi, de naître dans ces conditions. Je me retrouve coupable de vouloir la vérité, de vouloir comprendre. Et mon père lui-même me dit qu'il ne veut pas recevoir les résultats, qu'il me charge de le contacter pour lire le courrier que je vais recevoir. Donc
tout dans mon histoire est fait pour que ce soit moi qui garde la responsabilité de cette révélation. Et alors à l'époque, c'était très long, mais je crois que 7 ou 8 semaines après, je reçois le courrier donc du laboratoire. Donc, c'est assez intéressant, ces courriers. Vous avez des pages et des pages de symboles, on ne comprend rien. Puis vous avez un rapport d'expertise en toute dernière page où donc il y a le résumé et la synthèse. Et donc là, il était écrit dans mon cas que à 99,9%, il était évident que je n'étais pas l'enfant biologique, le parent biologique de mon père, que donc ça excluait tout lien de paternité. Et donc j'ai dû annoncer ça à mon père. Alors c'est marrant parce que dans mon histoire, il y a des moments où je parle beaucoup de ma mère et beaucoup de mon père, et en fait toute cette histoire d'ADN, ce n'est que mon père. Ma mère est absente, tout à fait du processus, comme si elle s'effaçait complètement. Et mon père a cette phrase magnifique, c'est un peu ironique, mais il me dit mais, très bien, ça ne changera rien. Et moi, ce que j'entends et ce qui se passe réellement derrière, c'est que ça ne changera rien, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en gros, il me pose des questions et en fait, ce que mon père m'avait dit de ne pas dire, c'est-à-dire qu'il voulait que je garde sa version, là, à ce moment-là, là, c'était pour moi décisif, c'est-à-dire que soit j'allais dans son sens et, entre guillemets, je lui obéissais, soit j'étais sincère avec eux et avec mes frères et sœurs et je gardais, enfin, je leur disais la vérité, quoi. Et je leur ai dit la vérité parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je crois que j'aurais pas pu leur mentir. J'avais conscience que ça allait, que ça allait avoir des conséquences, quoi. Je me suis souvent posé la question si c'était arrivé 10 ans plus tôt, quand j'avais 25 ans, si jamais il avait révélé mon existence à ce moment-là. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait. Et je pense que c'était pas gagné. Je pense que je me serais laissé faire. Quand je leur ai dit la vérité, ils étaient très choqués. Ils étaient sonnés. Du coup, voilà, encore une fois, aucune animosité envers moi, mais voilà, ils se prenaient un deuxième coup de massue sur la tête, quoi. Ils posent des questions donc à leur père, donc à notre père, qui dit que je mens. Du coup, donc là, il s'en est suivi un temps où en fait on n'a plus de contact parce que je pense qu'ils avaient besoin de se poser et me voir. Je pense que c'était un peu compliqué à ce moment-là. Suite à cette révélation, donc voilà, donc lui il dit que je mens. Moi forcément, bah je le confronte aussi, mais voilà, c'est par message, c'est par je sais même plus, c'est par appel ou par message, je crois, un peu les deux. On se comprend pas. Moi, à un moment donné, je coupe court à toute discussion. Et en fait, je lui dis, je lui envoie un message en lui disant je te laisse me rappeler le jour où tu auras dit la vérité à tes enfants. On ne s'est pas rappelé pendant 3 ans. On ne s'est même pas rappelé parce qu'il a dit la vérité à ses enfants. On s'est revus parce que ma fille réclamait de voir son papy. Elle ne comprenait pas pourquoi, quand elle était petite, elle le voyait et plus maintenant. Donc c'est pour ça qu'on s'est... En fait, on ne s'est pas vu de 2017 à 2020 avec mon père et on s'est revu une fois en 2020. Du coup, oui, lui, il m'en veut. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais il me dit que en gros, j'ai trahi... il dit j'ai trahi notre secret. Alors du coup, moi, je lui dis, mais non, c'était ton secret, en fait. Moi, je suis l'objet du secret, mais c'est pas mon secret. Il m'a dit aussi que si jamais il avait su comment ça allait se terminer, il n'aurait jamais rien dit. Il n'aurait jamais révélé mon existence. En parallèle de toutes ces démarches, donc avec mon père élevant et ma mère, un peu moins, je cherche sur Internet, puisque c'est le seul moyen que j'ai à ma disposition à l'époque, je cherche les traces de cet homme. Donc, entre 2008 et 2013, je le cherche et puis je trouve rien, en fait, mais rien du tout. Et puis un jour, je vois apparaître dans un PowerPoint d'une conférence à Paris, je vois apparaître son nom et je vois une photo de lui. Et je l'envoie au papa de ma fille pour lui demander, dont je suis séparée entre-temps. Je lui envoie pour lui dire, qu'est-ce que tu penses ? Et il m'appelle tout de suite et il me dit « Mais c'est toi ?» Enfin, c'est très troublant.
Et puis, j'arrive à dégoter une adresse email, vraiment en fouillant des heures et des heures. Et j'envoie un peu comme une bouteille à la mer, j'envoie un email à cette adresse en me présentant. Et puis j'ai une réponse de quelqu'un qui me dit « Que voulez-vous ?» Et donc j'explique, je prends le temps d'expliquer que je veux juste connaître la version de l'histoire de cet homme-là. Et puis je n'ai jamais eu de réponse. Quelques mois plus tard, je tombe sur un profil Facebook. Et là, j'arrive à avoir un peu plus d'informations. J'arrive à recréer, en faisant des recherches extrêmement minutieuses, j'arrive à retrouver ses enfants. Et donc, j'envoie des requests à tout le monde. Et donc, je deviens amie, entre guillemets, avec la plupart de ses enfants. Donc, je comprends qu'il y a eu 2 mariages, donc 5 enfants de 2 femmes différentes. Et puis, je ne fais rien d'autre qu'un jour envoyer un message par Messenger à mon père biologique en lui disant que j'aimerais bien lui parler. Et cette fois, il me répond en me disant que c'est très compliqué pour lui, qu'il ne vit pas en France. Dans mon message d'origine, je lui dis que j'aimerais bien aussi le rencontrer pour en discuter, que ce serait plus simple. Et puis, il me dit qu'il vit à New York et que donc c'est compliqué. Et moi, complètement un peu excitée à l'idée que enfin, je l'ai un peu au bout du clavier comme ça, je lui dis, alors que c'est tout à fait faux, je lui dis « mais je suis très souvent à New York, n'importe quoi, pas de souci ». Je lui écris ça, je me mets sur des sites de comparateurs de vol en me disant « est-ce que c'est cher d'aller à New York là ?» Et donc là, on est en 2013. Et puis, il me dit « ok, très bien ». Et finalement, il accepte de me rencontrer. Il me dit « rendez-vous dans 1 mois à New York ». À suivre.